Bon. Bon, Alors, oui. expliquez justement ce que vous dites, que vous êtes vous-même. Vous-même, vous êtes quelqu'un d'outre-mer, en quelque sorte. Eh ben, moi-même, je suis, si vous voulez, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et rien que de ce fait, si vous voulez, j'adhère effectivement beaucoup à tous les grands événements qui se sont produits outre-mer par la France et par ses représentants. Donc, si vous voulez, je pense que c'est déjà important de savoir effectivement qu'il y a encore dans notre pays des gens qui croient à l'outre-mer, hein, et qui cherchent effectivement à développer les liens qui peuvent exister entre l'outre-mer, et je dis l'outre-mer d'une façon globale. J'ai bien compris le sens de l'outre-mer. Voilà, bien. Personnellement, j'ai commencé et terminé ma carrière à l'Air Liquide, et c'est plutôt en tant qu'ancien directeur Afrique et Moyen-Orient de l'Air Liquide que je me permets effectivement de vous faire part de mon expérience sur ces différents continents. Bien sûr, vous allez me dire qu'il n'y a pas de rapport entre le Moyen-Orient et l'Afrique. Par contre, entre le Proche et Moyen-Orient, il y a un réel... mais l'Afrique, je ne vais pas vous l'apprendre, est un patchwork. On va parler du Proche-Orient, hein, surtout, voilà. Et en particulier de l'Égypte, car voilà. Évidemment le canal se trouve en Égypte. Alors voilà, ce qu'il faut savoir, étant donné que l'Air Liquide était en Égypte depuis pas mal d'années, c'est-à-dire 1920, et qu'elle se trouvait justement sur la route du Moyen-Orient et du Sud-Est asiatique. Nous avons suivi, du fait de notre métier, nous avons suivi tous les grands chantiers navals. On a suivi évidemment la route des chantiers navals, puisque nous avons été jusqu'au Japon, oui. Où nous nous sommes implantés, dans lequel nous avons une grosse filiale également. Bien. Ceci étant dit, l'Égypte était effectivement un des premiers chantiers navals que nous avons rencontrés sur notre route. Et je crois que c'est donc vers 1920 que nous avons dû nous implanter en Égypte. Et nous avions en Égypte ce qu'on appelait le PMO, c'est-à-dire le Proche et Moyen-Orient. Nous avions le siège au Caire, dirigé à l'époque par un certain nombre de directeurs de qualité, car disons que l'Égypte est un point de passage intéressant pour l'évolution dans la carrière de l'Air Liquide. Et le Proche et Moyen-Orient, ce qu'on appelait le PMO siégeait donc au Caire et comprenait les pays qui, il y avait le Liban, il y avait à l'époque l'Égypte, le Liban, le Soudan. Voilà. Nous étions implantés, et la Libye. Pour faire vite, le Soudan, nous étions jusqu'en 1900, après ma retraite. La Libye, nous avons été nationalisés. Et c'est en 1962 que nous avons été nationalisés en Égypte. Et je dirais que c'est une des, si j'ose dire, si je peux me permettre, une des meilleures nationalisations que nous avons vécues. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Nasser s'est comporté vis-à-vis de notre société de façon remarquable. Il est bien évident que la plus mauvaise, j'oppose toujours la nationalisation de l'Égypte à la nationalisation de l'Algérie, qui a été minable. Et les Algériens se sont comportés de façon inadmissible, surtout comme, et c'est pas seulement moi qui le dis, mais la société que je dirigeais à l'époque
était dirigé par des Italiens, par je veux dire, des Algériens, lesquels Algériens considéraient que grâce à eux, Algériens, l'entreprise s'était développée, alors que c'était nous, par l'assistance technique que nous apportions à l'Algérie. Bon. Donc, si vous voulez, c'est un point qui est important, c'est de noter que, disons, pourquoi je dis que ça a été une nationalisation exemplaire, c'est parce que d'abord les discussions de nationalisation se sont passées très amicalement. Oui. C'est le mot. De façon précise, vous avez participé à la nationalisation? Absolument pas. Moi, j'ai été nommé directeur de la zone Afrique et Moyen-Orient en 1980. Donc là, je vous traduis le message de mes anciens, en quelque sorte, des anciens directeurs de l'époque qui m'ont fourni des renseignements quant à la façon dont s'est déroulées les négociations entre la France et entre l'Air Liquide et la Société des gaz industriels d'Égypte. Pratiquement, il n'y a plus personne maintenant à l'Air Liquide qui connaît cette histoire. Hein, j'ai eu un collaborateur qui a terminé sa carrière il y a quelques semaines en Égypte, mais en fait, il était directeur de l'Air Liquide en Égypte, tout à fait par hasard, en ce sens que, comme nous avons racheté il y a quelques années une société allemande, Messer Griesheim, qui était une société allemande qui avait une position assez forte sur le marché allemand, on a trouvé dans le berceau de notre mariage la filiale de Messer en Égypte. Et les personnes qui travaillaient à l'époque, si vous voulez, gardent encore un souvenir, j'allais dire presque ému, de l'Air Liquide en Égypte. Eux-mêmes, si vous voulez, j'ai été amené à rencontrer des responsables de l'Air Liquide nationalisé qui nous ont dit quand est-ce que vous revenez? Bon. Donc, si vous voulez, à part le gouvernement de l'époque, et on comprenait, on a tout à fait compris la position du président Nasser, on a compris parfaitement que c'était dans l'air du temps et qu'il fallait nationaliser, comme à l'époque, il fallait nationaliser le canal. Et pour vous donner un exemple important, c'est que dans les accords avec M. Nasser, ça je le tiens de notre président, président adjoint, oui. Donc quelqu'un d'important qui donc a été l'artisan de cette nationalisation entre l'Égypte et entre l'Air Liquide Égypte et l'Air Liquide France. Il m'a toujours dit que le gouvernement de l'époque, et notamment le président Nasser, avait été exemplaire en ce sens que, comme ils n'ont payé que par tranche, enfin il y avait en quelque sorte un moratoire, oui. Et bien sur pas mal d'années, d'ailleurs sur 10 ou 12 ans, eh bien ils ont toujours payé à temps et rubis sur l'ongle, et chose très rare, dans les nationalisations que j'ai pu connaître, oui. Ils ont payé en monnaie du moment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque année, la livre égyptienne était réactualisée et ils ont payé. C'est pour ça que je dis que cette nationalisation a été exemplaire, parce qu'ils ont toujours payé à temps et ils ont payé en monnaie du moment, ce qui n'était pas le cas dans les nationalisations que nous avons connues
pas seulement en Algérie, mais, comment dirais-je, en Libye ou en Iran. Moi, j'ai connu la nationalisation de l'Iran. Nous venions de nous implanter et au moment où les caisses qui arrivaient de la nouvelle usine que nous étions en train de construire, elle a été entièrement cannibalisée. Je pense que c'est une chose importante, c'est-à-dire que nos caisses ont été éventrées, et alors, je peux en témoigner, éventrées et absolument cannibalisées, à savoir que tout ce qui était l'acier inoxydable a été emporté, tout ce qui a été cuivre, tout ce qui a été aluminium, etc. L'usine est partie en décomposition. Heureusement, M. Barre était là à l'époque et nous avons eu l'autorisation de nous implanter en Iran parce que nous avons eu 80% de notre investissement en Iran a été indemnisé par, disons, la BFCE de l'époque, c'est-à-dire la Société du commerce extérieur, qui nous a remboursé les 80% de notre investissement. Alors que, évidemment, pour les Iraniens, j'ai dû envoyer d'ailleurs des émissaires, car ils voulaient réobtenir. Nous avons dû défendre notre terrain. Ils voulaient effectivement récupérer le terrain à bas prix. Voilà. Je me permets de revenir sur l'Égypte, parce que c'est l'Égypte qui pour nous est tout à fait important. Vous-même, comment est-ce que vous avez entendu parler d'avoir cette position extrêmement positive, favorable? Comment est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous pouvez... En 62, vous étiez déjà dans l'air liquide? En 62, j'étais dans l'air liquide, mais en 62, j'étais à Madagascar. Oui, bon. Alors, alors, à partir de quel moment... vous avez eu un lien avec l'Égypte à partir de quel moment? À partir du moment où vous avez pris la direction? Alors, j'ai eu, à partir du moment où j'ai été nommé donc directeur de la zone Afrique et Moyen-Orient... Vous n'aviez pas été en Égypte avant, en tant qu'air liquide? Non, je n'avais pas de raison, étant donné que je suis rentré à l'air liquide en 61, vous voyez. Donc, vous avez commencé à Madagascar? Ah non, mais j'ai commencé en France d'abord, ensuite j'ai été à Madagascar, enfin, etc., etc. Bon, et je n'ai vraiment... Mais j'ai entendu parler Alors, quand vous avez entendu parler pour la première fois d'une nationalisation de l'Égypte qui s'était très bien passée, est-ce que vous pouvez vous en rappeler? Alors, moi, je m'en rappelle très bien parce que, si vous voulez, quand j'ai pris la direction de cette zone, notre vice-président, M. Jean Pinault, m'a dit, écoutez, il m'a toujours parlé de cette histoire de l'Égypte, car c'est lui qui a conduit les négociations. Il n'était pas vice-président à l'époque, mais le président Delorme de l'époque avait confié à Jean Pinault le soin de cette, disons, première grande nationalisation, et c'est lui qui m'a fait remarquer ce que je viens de vous dire, à savoir que l'Égypte s'était comportée de façon très fair and square, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et c'est donc par lui que j'ai su tout ça. Mais je l'ai su, je dirais, comme ça, au cours de rapports, de déjeuners, de choses comme ça. Mais il y en a peu qui ont eu cette chance de savoir que ça s'est bien passé. Les gens qui ont été témoins de ce que je vous dis ont disparu. Disparu depuis là. Voilà, c'est tout. Et j'ai encore recontacté notre ancien directeur administratif et financier de l'Air Liquide Afrique et Moyen-Orient, qui a maintenant 92 ans, qui me dit, mais je ne peux pas vous en parler parce que moi j'étais directeur Afrique et Afrique à l'époque, mais j'étais uniquement Afrique. Oui, d'accord. Et le PMO, comme je vous l'expliquais, était basé au Caire
Et on n'y touchait pas. On était africains, ils étaient Proche-Orient, et puis voilà, vous comprenez. Voilà. Donc c'est uniquement par ces canaux d'information que je peux vous parler. J'ai interrogé mon ancien collaborateur qui est parti en retraite, je vous ai dit, il y a quelques semaines, pour lui demander s'il avait eu des renseignements là-dessus. Et il m'a dit non, parce qu'il est venu comme directeur qui appartenait avant, enfin, à la filiale de Messergrisheim, Allemagne. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, il y a eu disons, il n'y a pas eu de... Par contre, pendant mon mandat, j'ai essayé de négocier, mais ça a été difficile. J'ai voulu, à un moment donné, essayer de reprendre, si vous voulez, les activités de l'Air Liquide Égypte. Et j'ai rencontré à plusieurs reprises des interlocuteurs qui étaient en fait des intermédiaires, car c'est pas moi qui veux vous dire qu'effectivement nous sommes au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, et par conséquent, les interlocuteurs que j'ai eus n'avaient pas les pouvoirs, si vous voulez, pour discuter, mais ils étaient intermédiaires, envoyés par les différents représentants de l'époque, et cette filiale, d'ailleurs, méritait d'avoir un groupe comme le nôtre pour l'aider à développer cette société. Bon, donc, si vous voulez, j'ai contacté également des sociétés concurrentes à cette société qui était devenue nationale, et j'ai eu beaucoup de contacts avec différentes personnes qui cherchaient justement à concurrencer la compagnie nationale qui était nationalisée donc, et qui était avant l'Air Liquide. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai eu pas mal de rapports, mais j'allais dire éphémères. Éphémères parce que ces gens-là venaient, on les rencontrait à Paris. J'allais pas au Caire, mais ils venaient à Paris et voilà, comment peut-on essayer de reprendre, parce qu'on a beaucoup de réclamations de la part de la clientèle, comme quoi la société nationalisée ne donnait pas ce qu'il fallait donner et qu'on cherchait à trouver le moyen, si vous voulez, de créer quelque chose en parallèle. Je dis bien en parallèle, ce qui est bon. Et c'est là où justement notre vice-président m'a dit, écoutez, faites attention Castelnau, parce que il faut rester correct avec la société nationale. Ils ont été corrects avec nous. Une société comme la nôtre ne peut pas se permettre, disons, de flirter avec des intermédiaires de l'époque. Vous comprenez? Oui, voilà. Oui. Bon. Mais voilà. Mais ceci étant dit, nous avons tout, et moi j'ai toujours gardé avec l'Égypte, du fait des contacts, c'était eux qui venaient vers nous, les intermédiaires dont je vous parlais, d'excellents contacts avec l'Égypte, mais qui n'ont pas abouti finalement, sauf justement ce rachat mais c'était un ricochet finalement, vous comprenez? Bon, voilà. Bon. Est-ce que vous avez été en contact quand vous avez été en charge de la direction avec justement des gens du côté égyptien qui avaient pris la suite de la société nationalisée, parce qu'ils étaient déjà partis à la retraite ou déjà... J'ai jamais su très exactement. Il s'appelait Soliman ou un nom comme ça. Peut-être vous connaissez, c'est un nom assez connu en Égypte. Soliman, oui, c'est ça. Et qui était président, mais vous savez, il gardait son domaine, donc j'ai jamais pu l'approcher. Oui, mais je savais, par les intermédiaires dont je vous parle, que c'était lui qui avait la main mise sur la société. Hein. Donc voilà. Mais je n'ai eu des contacts que par ricochet également avec, disons, des employés de l'Air Liquide qui regrettaient le temps de l'Air Liquide.
Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et voilà. Mais je regrette beaucoup de ne pas avoir réussi, j'allais dire de mon temps, à reconstituer en Égypte un air liquide que certains souhaitaient soit remplacer, soit beaucoup ont des intermédiaires ont cherché à me faire comprendre qu'il fallait voir monsieur un tel et ça. Mais ça s'est jamais fait, Mais je vous dis, j'ai reçu deux ou trois fois à Paris des gens sur lesquels nous avions pris des renseignements qui avaient la capacité, disons, de concurrencer la société mère. Mais notre vice-président de l'époque, M. Jean Pinon, me disait, Castelnau, non, ça m'ennuie. Ils ont été corrects, restons corrects. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour être honnête, voilà, c'est pas la peine je ne crois pas qu'il y ait d'autres choses plus intéressantes à dire, mais c'est important de savoir ce qui s'est passé. Voilà. Et les liens que nous avons finalement repris avec l'Égypte par l'intermédiaire du rachat de la société Messer allemande. Oui, c'est ça, c'est comme ça que vous êtes de nouveau revenu en Égypte. Exactement. Et alors, comment ça s'est passé ce retour? Est-ce que justement, il y avait en Égypte même il restait le souvenir d'Air Liquide en Égypte? Oui, seulement... C'est grâce à cela que vous avez pu rentrer assez facilement? Non, puisque je vous explique qu'en rachetant la société mère allemande avait une filiale en Égypte qui était arrivée d'ailleurs bien après notre nationalisation. Donc elle n'avait pas, si vous voulez, notre société nationalisée a finalement gardé la part de marché la plus importante. Oui. Bon, mais il y a des modernisations, et ça, les Égyptiens l'ont très bien compris à l'époque, que ce soit les intermédiaires, les concurrents qui voulaient se mettre sur le marché, ont compris qu'effectivement, il fallait une modernisation qui a été faite par Messer Griesheim et qui a été faite par sa filiale. Et un de mes collaborateurs qui est devenu directeur et qui est parti maintenant a participé effectivement à la modernisation, mais pas de l'ancienne société, enfin de la filiale de Messer. C'est donc par là que nous avons eu des contacts. Et lui, c'est curieux. Enfin, je vous dis, je l'ai encore eu il y a 15 jours, 3 semaines, il m'a dit, on ne parlait plus de l'air liquide. 1962, vous comprenez? C'est ça le problème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois que Arnaud... Donc, les relations avec le canal de Suez étaient très lointaines. Alors, c'était la même... L'air liquide, ça permet de travailler aussi sous l'eau. Enfin, oui, c'est ça. Les travaux sur les quilles, les bateaux, les usines, les ateliers. Si, bien sûr. Est-ce que vous avez des éléments? Alors là, oui, en effet, sur... Mais on a une photo... Est-ce que vous avez des archives en rapport avec le canal de Suez? Voilà. Là, vous me demandez beaucoup. Non, mais vous comprenez, on est quand même implanté aujourd'hui dans 65 pays. D'accord. Donc, et alors, par contre, je me rappelle quand je faisais les présentations des jeunes recrues de l'air liquide, je faisais la présentation donc de la direction Afrique et du Moyen-Orient, et il y avait une photo qui était célèbre, qui est intéressante, qui, pour montrer la présence de l'air liquide en Afrique, pas seulement au Moyen-Orient, mais en Afrique, il y avait une photo qui montrait un ouvrier égyptien, Angelaba, qui tirait ces bouteilles d'oxygène que vous connaissez. Et alors cette photo est restée légendaire à l'époque, mais je ne sais plus si je la retrouvais, enfin je pourrais redemander au service, mais vous savez, c'est très curieux. Les jeunes, maintenant, le passé ne les intéresse plus. Ce sont des jeunes, je pense à nos directeurs, que
pour lesquels j'aime bien, etc. Mais pour eux, le passé n'existe plus. Ils sont vraiment tournés vers l'avenir, et à les écouter, c'est presque eux qui ont fait l'air liquide d'aujourd'hui. Mais nous, les anciens, bon, ben oui, on a existé, mais bon. J'ai succédé à 2 directeurs, notamment, qui est l'un qui a été le directeur du PMO, l'approche et Moyen-Orient, ensuite qui est devenu le directeur de l'Afrique et auquel j'ai succédé. J'ai connu son prédécesseur, hein, qui, eux, pratiquement, le PMO avait disparu, et la seule personne qui aurait pu vous parler justement des rapports entre l'air liquide et le canal, c'est un dénommé Maucor, qui était d'ailleurs le frère du père Maucor à Franklin. J'ai bien connu, moi, le père Maucor à Franklin, ça a été mon... Ah, vous l'avez connu. Ah, bon, bah écoutez, c'est... oui, ça. Ah, bon, d'accord. Et alors, Maucor, son frère, j'en avais entendu parler à l'époque, car c'était un monsieur qui était très connu sur la place du Caire, et le Caire était une ville internationale, un peu comme Tanger, et on sortait beaucoup, anglais, français, etc. Et il y avait beaucoup de dîners, de soirées, on dansait. Et alors, on gardait l'image de Maucor, qui revenait. À l'époque, on n'avait pas un habit, on n'avait pas comment dirais-je, un smoking, oui. On avait les Spencer, oui, en blanc, vous voyez. Oui. Et il arrivait à son bureau. Alors ça, c'est comment dire, je l'ai appris par tradition orale. Voilà, la tradition orale, exactement. Il arrivait, il jetait ça. Il avait une cape, une grande cape noire, et il jetait sa cape et il arrivait au bureau à 7h du matin ou à 8h du matin, sortant d'une soirée à laquelle il était. Tu vois. Alors ça, je l'ai entendu, mais je l'ai entendu quand je suis passé en Afrique du Sud, et Maucor avait été directeur. Et c'est comme ça, bon, en plus de ça, c'est comme ça que j'ai su, c'est tout à fait anecdotique, il aimait beaucoup les tapis. C'était un grand... C'était un grand collectionneur de tapis. Et c'est tout ce que je peux vous dire. C'est vraiment de la petite anecdote, si vous voulez. Parce que vous-même, vous avez fait que des courts séjours en Égypte. Vous n'avez jamais été... Non. Ah, ben non. Mais, moi, j'étais directeur à Paris. À Paris, et je voyageais évidemment beaucoup. Oui. Hein. Bon, l'Égypte, bon, ben, je l'ai connue parce que j'ai dû fêter... quelques années de mariage, même près de 40 ans de mariage. À l'époque, j'avais organisé un voyage familial en Égypte sur le Nil, hein, jusqu'à Abu Simbel. Mais pas sur le canal. C'est pour ça que vraiment le canal, je l'ai découvert grâce à notre ami Ravière. Hein. Non mais c'est vrai, Président. Hein. Et ce voyage a été pour moi une véritable révélation, parce que je dis, ben on arrive à Assouan, hein, et on monte là, non, on arrive à, là où on prend le bateau. Non, on prend le... Alexandrie. Non, on prend le bateau quand on... Karnak. Ah oui. Oui, et on est monté jusqu'à Abu Simbel. Bon. Ensuite, j'ai fait un deuxième voyage, avec des anciens de l'air liquide, ce qu'on appelait... Les anciens de l'air liquide, est-ce qu'ils évoquaient pendant ce voyage, justement, le temps où l'air liquide était... Mais non. Disons que l'Égypte a fait partie... J'essaye de vous... Vous avez beaucoup de chance d'être tombé sur moi, parce que, ou plutôt, j'ai eu beaucoup de chance que Jean Pinault m'ait raconté cette histoire d'Égypte, et qui m'a dit, Castelnau, attention, hein, soyez correct avec les Égyptiens. Vous avez... Il ne faut pas faire un mauvais coup aux Égyptiens. Quoi ? Il ne faut pas faire un mauvais coup aux Égyptiens. Voilà. Et j'ai trouvé ça très correct. Et effectivement, si vous voulez, j'ai pas poussé dans ce sens-là. Hein. Et de toutes les façons, je n'aurais rien pu faire sans l'accord du président et du vice-président. Hein. Donc, j'y allais mollo. Mais ça m'intéressait. L'Égypte est un pays
en tant que directeur de ces contrées-là, était un pays que je considérais comme un pays moteur, si vous voulez, et capable effectivement de s'industrialiser de façon moderne. Voilà. Alors qu'il en était resté un petit peu en pays en voie de développement, comme on dit. D'accord. Hein, voilà. Très bien.